Et bonjour tout le monde. Bonjour Chloé, bonjour à Bonjour tous. Magali, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, super, Pour notre grande super. dernière. Ouais, grande dernière. Salut Pascal. Salut Chloé, salut Gwendoline. Bonjour Pascal. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Gwendoline, tu veux peut-être dire un petit mot? Oui, je suis ravie de vous retrouver tous. Merci encore, voilà, Chloé et Pascal pour tout ce travail. Ça fait 5 ans hein, que voilà, on fait ces vidéos, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Et effectivement, comme j'ai pu échanger avec certains, on va se concentrer sur tout ce qui est présentiel. Mais voilà, pour cette dernière, on vous invite à faire un petit pot de l'amitié à 15h20. Donc voilà, bon, en fonction du temps que Pascal prendra pour la sécurité informatique. Mais voilà, donc je suis ravie en tout cas d'être avec vous pour cette dernière, avec ce beau temps. Et puis profitez bien de tout ce que va nous dire Pascal. Merci à tous les deux. Merci Merci Gwendoline. Gwendoline. Bon, bah écoutez, si on est tous prêts, j'espère que tout le monde va bien et qu'il fait beau chez vous, effectivement. J'ai l'impression qu'il fait beau un peu partout. Bonjour Françoise. Oui, c'est vrai, c'est pas que chez toi, Chloé, pour une fois. Bon, j'ai vu qu'à Paris, il fait un temps splendide aujourd'hui, donc voilà, je suis contente pour vous. Pascal, c'est pareil que pour nous, Grand dans ciel bleu. l'Allier. Grand ciel bleu. Ah bon, c'est bon. Donc on est ciel bleu Ouais. partout, voilà. Super. Bon, bah écoutez, donc du coup, aujourd'hui, on est avec Pascal, que vous connaissez évidemment par cœur. On va parler de sécurité informatique, un sujet qu'on a beaucoup abordé en visio, mais on va le préciser aujourd'hui avec Pascal. Cette visioconférence, du coup, est réalisée en partenariat avec Homme Transition. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Merci à tous, du coup, d'être ici aujourd'hui pour cette visio un peu spéciale pour cette dernière. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Comme toujours, moi, je serai là pour vous accompagner sur la partie technique, réceptionner vos questions s'il y en a et éventuellement demander à Pascal d'y répondre en live euh, si elles sont raccord avec le sujet abordé à l'instant T. Et puis, comme d'habitude, on prendra quelques minutes à la toute fin pour répondre à vos questions et ensuite pour échanger tous ensemble et se dire au revoir ou à bientôt en tout cas, mais voilà, pour célébrer cette fin. Pascal, du coup, je te laisse la main pour la dernière fois. Merci Chloé. Waouh, Ah, ça il fait va y drôle. avoir des petites larmes, hein. Genre. Alors, aujourd'hui, on va parler des... Allez, on attaque vite dans le vif du sujet, on va pas tergiverser, on a un truc à faire après. Aujourd'hui, donc, troisième partie de ces visioconférences sur la sécurité informatique, nous allons parler de la sécurité de vos appareils mobiles, donc majoritairement smartphones et tablettes. Alors, pourquoi faut-il les sécuriser? Parce que ces appareils mobiles peuvent être attaqués à différents niveaux. Il peut s'agir d'applications malveillantes qu'on télécharge, d'attaques au niveau du réseau, ou alors de l'exploitation et de la vulnérabilité de l'appareil et du système d'exploitation de l'appareil mobile. Les appareils mobiles étant de plus en plus importants en nombre, je pense que si ce n'est pas déjà fait, ça ne devrait pas tarder qu'il y ait plus d'appareils mobiles que d'ordinateurs fixes ou portables. Du coup, ils font l'objet d'une attention particulièrement accrue de la part des cybercriminels. Et donc, les cybermenaces contre ces appareils sont vraiment diversifiées. Donc, c'est un peu la même chose que sur les ordinateurs portables où on vous a déjà expliqué plusieurs choses, mais il y a des petites subtilités du fait de l'appareil mobile et nomade. Donc, quels sont les risques de sécurité spécifiques aux appareils mobiles? Donc, ce sont, comme les ordinateurs de bureau, ces appareils sont dotés d'un logiciel et d'un accès à Internet. Les applications de logiciels malveillants et des sites web malveillants peuvent atteindre les mêmes objectifs, c'est-à-dire le vol de données, le cryptage de données, etc. Sur les téléphones mobiles, aussi bien que sur les ordinateurs traditionnels. Les applications, alors je crois que j'ai, oui, voilà, il faut que je clique.
Les applications malveillantes et les sites web malveillants se présentent sous différentes formes. La plupart du temps, les applications mobiles malveillantes, ce sont des chevaux de Troie. Le cheval de Troie, c'est un logiciel en apparence classique, légitime, mais qui contient une fonctionnalité malveillante. Son but, c'est de faire entrer cette fonctionnalité sur votre appareil et à votre insu. Donc, je vous donnerai des astuces après pour éviter ce problème-là. Ensuite, on a les logiciels rançonneurs mobiles, puisqu'on a la même chose sur les ordinateurs, mais là, c'est pour des appareils mobiles. C'est un logiciel qui va s'installer et qui va crypter les fichiers de votre appareil mobile et qui ensuite exige le paiement d'une rançon pour obtenir une clé de décryptage afin de restaurer l'accès aux données qui ont été cryptées par ce logiciel. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, tout ce que je vais vous annoncer, ça ne va pas vous arriver du jour au lendemain. Il faut vraiment faire des grosses bêtises et vous n'êtes pas le public cible de ces cybercriminels. Ensuite, on a le hameçonnage. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un des vecteurs d'attaque les plus courants. La plupart des cyberattaques par hameçonnage commencent par un courriel d'hameçonnage qui contiennent un lien malveillant ou une pièce jointe qui contient elle-même un logiciel malveillant. Souvent, l'accès se fait par courrier électronique, donc vous recevez un mail ou un SMS aussi, avec un lien ou une pièce jointe qui vous dit de cliquer dessus pour vous protéger, pour payer une amende, pour différentes choses, pour accéder à votre compte Amélie, ou tout un tas de choses. J'ai vu hier d'ailleurs un truc, j'ai oublié de le noter. Je crois que c'est Amélie qui est en train de se faire pas mal attaquer en ce moment par des faux sites, des fausses pièces jointes, des faux SMS de Amélie, donc de la sécurité sociale. Donc faites très attention aux pièces jointes de vos mails et également sur les SMS, sur les liens des SMS. Donc voilà pour le hameçonnage. Ensuite, on a les attaques de type man in the middle. Alors ça, c'est beaucoup plus technique. Ça implique qu'un attaquant intercepte les communications du réseau, donc c'est entre votre téléphone et les antennes mobiles, pour écouter ou modifier les données qui sont transmises. Alors, bien que ce type d'attaque soit possible sur différents systèmes, les appareils mobiles sont particulièrement sensibles à ce type d'attaque. Le trafic web sur ordinateur utilise généralement le protocole HTTPS. On vous en a parlé avec le petit cadenas. C'est un protocole de communication qui est crypté, alors que les messages SMS ne sont généralement pas cryptés et peuvent être plus facilement interceptés. J'avais écrit dans mes notes facilement intercepté, mais c'est plus facilement intercepté. Là encore, il y a peu de chances que vous soyez la cible de ce genre d'attaque, ou alors ça sera vraiment accidentel si vous êtes proche peut-être d'une ambassade qui serait plus susceptible d'être attaquée. Ensuite, on a les techniques de jailbreaking et de routage. Alors, ce sont des termes qui permettent d'obtenir un accès administrateur à vos appareils mobiles, que ce soit sur Apple ou sur iOS ou sur Android. Ça permet d'aller dans le cœur de l'appareil. Et là, c'est un peu plus technique également. Et ça permet en fait, de faire ressortir des choses depuis l'intérieur de l'appareil. Et puis, vous avez les exploits. Ça s'appelle des exploits, je ne sais pas comment on dit en anglais, enfin, c'est des exploits sur l'appareil et le système d'exploitation. Donc, c'est en fait une vulnérabilité dans le système d'exploitation, dans le système Android ou alors dans l'appareil en lui-même qui peut être exploité par un pirate. Donc, tout ça, je vous en reparle dans quelques instants pour comment s'en protéger. Alors, les bonnes pratiques pour les mots de passe et codes de verrouillage. Donc, pour les mots de passe, on en a déjà parlé dans d'autres visios, je vous en reparlerai un petit peu. Quelle est l'importance d'avoir un code PIN, un mot de passe ou une identification biométrique pour votre téléphone? Généralement, quand vous achetez un téléphone, il y a tout un processus
d'installation, de configuration, et l'appareil vous propose de créer un code PIN, un mot de passe ou d'identification biométrique, donc soit une empreinte digitale, soit une reconnaissance faciale, pour déverrouiller votre téléphone. En verrouillant votre téléphone, vous ne le mettez pas à l'abri du vol, ça n'empêche pas de le voler. Par contre, ce que vous protégez, ce sont vos données personnelles qui sont dans votre téléphone. Si votre appareil est volé, il vous sera certainement jamais rendu, vous le retrouverez certainement jamais, parce que le voleur essaiera de le déverrouiller, mais il n'arrivera pas parce que vous aurez mis un code PIN, un mot de passe ou une identification biométrique, et il essaiera de s'en débarrasser. Soit il y aura des techniques pour réinitialiser le téléphone et le téléphone pourra être revendu, soit il sera carrément simplement jeté parce que la personne n'arrivera à rien à faire avec. Donc là, je vais vous parler donc, des différents systèmes de verrouillage. Donc vous avez le code PIN, donc les méthodes, la méthode du code PIN, donc c'est un code à 4 chiffres. C'est une méthode simple et rapide qui a une très bonne utilisation utilisateur, c'est-à-dire que c'est très simple pour vous. Il suffit juste de se rappeler de 4 chiffres. Donc évitez de mettre votre date de naissance parce que souvent vos téléphones sont avec votre sac à main ou avec votre portefeuille ou avec une pochette où vous mettez la carte vitale ou une carte d'identité. Dessus, il y a votre date de naissance et premier essai que vont faire les voleurs, c'est de taper votre date de naissance. Les inconvénients du code PIN, c'est que le déverrouillage est plus lent puisqu'il faut taper les 4 chiffres. Alors plus lent, tout est relatif, hein. Il faut taper les 4 chiffres et valider avant que ça soit déverrouillé. Ça vous oblige à mémoriser des numéros. Et puis, si vous oubliez le code PIN, ça peut être très compliqué de redémarrer le téléphone, de le refaire fonctionner si vous ne vous rappelez plus de ce code-là. Il y a des techniques, mais ça peut être très compliqué. L'autre alternative, c'est le mot de passe. Le mot de passe, c'est plus sûr que le code PIN, parce qu'il y a un peu plus que 4 chiffres. Il y a également une bonne expérience utilisateur. Par contre, ce n'est effectivement pas facile à utiliser. C'est beaucoup plus long pour déverrouiller l'appareil, puisque là, il faut taper plus de lettres et de caractères. La récupération du mot de passe, c'est aussi compliqué qu'un code PIN. Et puis, c'est sensible à certaines attaques de type brute force ou phishing. Donc, le phishing, ça va... vous allez recevoir des messages qui vont vous demander se faire passer pour votre banque ou pour un appareil et qui vont essayer de récupérer vos informations. Et le brute force, en fait, c'est un robot qui va taper toute une série de caractères jusqu'à trouver le bon mot de passe. Les identifications biométriques, donc là, on a le plus courant, c'est l'empreinte digitale. C'est très rapide et très pratique. Alors, je vais vous faire une petite expérience si vous arrivez à voir mon téléphone sur la caméra. Donc, j'allume mon téléphone, je pose mon doigt, hop, et c'est déverrouillé. Voilà, c'est extrêmement rapide. On va le refaire pour ceux qui n'ont pas vu. Alors là, c'est pas le bon doigt. Voilà. Il faut moins d'une seconde pour déverrouiller. On peut mettre plusieurs empreintes, donc le pouce droit, le pouce gauche, l'index, etc., en fonction de l'utilisation. Je vous conseille d'ailleurs de mettre plusieurs empreintes parce que des fois, on peut se brûler le doigt ou avoir un petit peu de peau morte dessus, ou alors avoir les doigts mouillés sur une main et ça fonctionne peut-être moins bien. Donc, comme je vous disais, c'est une méthode d'authentification rapide et pratique. C'est beaucoup plus sûr que le code PIN et le mot de passe parce que ça, on ne peut pas me le voler. Par contre, les empreintes digitales peuvent être reproduites. Alors là, c'est pareil, hein, on voit souvent ça dans les films, là, le petit produit sur le verre pour récupérer l'empreinte, le scotch. On peut effectivement récupérer les empreintes digitales comme ça. Le problème également, c'est que en fonction de la qualité de l'écran, il peut y avoir des distorsions des empreintes digitales et ça peut marcher un petit peu moins bien. Et puis, il y a des problèmes de reconnaissance plus importants que le code PIN ou le mot de passe. Des fois, il faut vraiment mettre le doigt au bon endroit.
Ça dépend aussi de la technologie du téléphone. Les téléphones très récents et très pointus et qui coûtent très cher, ça fonctionne très très bien. Après, les premiers modèles, les modèles milieu de gamme qui proposent ça, des fois, ça peut un petit peu déconner. Et puis, la dernière technique, c'est la reconnaissance faciale. Alors, il y en a une cinquième dont je ne vous ai pas parlé, mais je vous en parlerai très rapidement. La reconnaissance faciale, en fait, c'est vous mettez votre téléphone devant vous, il va regarder votre visage et il va déverrouiller votre téléphone. Donc, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de mémoriser de code ou de mot de passe. Par contre, les effets de lumière peuvent entraîner des défaillances. Si vous portez des lunettes et que vous changez de lunettes, il faut bien faire attention de renouveler le truc, sinon ça ne marche plus. L'orientation de l'écran et la distance par rapport à la caméra peuvent avoir un impact aussi sur le visuel. Et puis, l'appareil mobile peut être trompé par des photos ou des similitudes familiales. Si vous avez des sœurs qui vous ressemblent, bah, ça peut fonctionner également. C'est pareil, ça dépend de la technologie de l'appareil que vous avez entre les mains. Et la euh, cinquième technique de déverrouillage, dont je n'ai pas fait de diapo là-dessus, c'est avec l'iris, donc avec l'œil. Là, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui ont ça encore, mais c'est un système qui peut arriver de plus en plus. Alors, les bonnes pratiques pardon, encore pour les mots de passe et les codes de verrouillage. Il faut activer le verrouillage automatique de l'écran pour plus de sécurité. Donc, vous pouvez configurer dans votre téléphone ou votre tablette un temps de verrouillage d'écran une fois que vous avez arrêté de vous servir de votre téléphone. Et chaque fois que vous allumez votre appareil, vous êtes invité à déverrouiller l'appareil, soit par un code, soit par un schéma, soit par un mot de passe, soit par une empreinte. C'est important de le faire parce que si vous laissez votre téléphone déverrouillé et qui ne se verrouille pas automatiquement, vous pouvez vous faire voler l'appareil. Si vous êtes en terrasse d'un café, par exemple, vous pouvez très bien vous faire voler votre téléphone. Et puis, du coup, comme il n'est pas verrouillé, les voleurs peuvent avoir accès à toutes vos données et parfois vos informations bancaires ou de carte de crédit. Ensuite, il faut protéger vos applications mobiles. Donc, il est important de télécharger les applications uniquement depuis les magasins officiels. Vous avez tout un tas d'applis qui font des publicités. Moi, en ce moment, c'est Temu qui n'arrête pas. Ouais, je ne suis pas le seul apparemment. Une super vidéo, doublée bizarrement, qui dit que si je m'abonne à Temu, si je télécharge l'application Temu, je vais pouvoir recevoir une tablette gratuite. Mais il faut juste, pour que ça fonctionne, et qu'on la reçoive gratuitement, il faut télécharger l'application depuis le lien de la vidéo. Et cette vidéo, on ne sait pas d'où elle sort. Donc déjà, je vous déconseille de télécharger Temu, mais si jamais vous voulez le faire, ou si vous avez des vidéos qui vous proposent de télécharger des applications, assurez-vous qu'en cliquant sur le lien, vous allez bien sur le Google Play Store ou sur l'App Store de Apple pour télécharger ces applications depuis donc les magasins officiels. Parce qu'il y a tout un tas de sites qui permettent de télécharger des applications, il y en a de plus en plus. Et parfois, on peut trouver on peut avoir de mauvaises surprises. On peut trouver des applications qui sont identiques, mais qui ont des fonctionnalités cachées à l'intérieur pour récupérer des informations. Donc, Google et Apple vous proposent tout un tas d'applications à télécharger et elles sont généralement vérifiées par leurs soins. Si moi, demain, je crée une application et que je veux la mettre sur le Google Play Store, ils vont la vérifier, ils vont la décortiquer avant de la mettre en ligne. Et ils prennent énormément de précautions. Il faut également regarder le nombre de téléchargements.
pour vérifier que ces applications sont bien utiles et bien efficaces et qu'elles ne sont pas toutes nouvelles et qu'il n'y a pas des problèmes à l'intérieur. Donc voilà. Généralement, Google Play Store et App Store vérifient également qu'il n'y ait pas de virus à l'intérieur de ces applications. Alors, comment vérifier la sécurité d'une application avant de la télécharger? Une application sécurisée, c'est une application qui n'a aucune menace, qui ne présente aucune menace pour votre vie privée, votre sécurité ou votre appareil. Cette application respecte certaines pratiques, notamment le cryptage des données, l'authentification à 2 facteurs et les mises à jour régulières. Et elle ne doit pas non plus collecter de données inutiles et ne pas partager d'informations personnelles avec d'autres services. Donc ça, c'est généralement dans le descriptif de l'application. Et puis, quand vous allez l'installer, l'application va vous proposer de collecter certaines informations. Donc, si vous téléchargez un jeu et qu'il vous demande l'accès à vos caméras, l'accès à votre Wi-Fi, l'accès à votre carnet d'adresses, là, il y a un truc qui ne va pas. Faut éviter d'installer ce genre d'appareil. Pour protéger vos téléphones et vos applications mobiles, il faut également désinstaller régulièrement les applications inutiles. Alors, petit chiffre, les utilisateurs d'Android ont en moyenne 66 applications installées sur leurs appareils. La plupart de ces applications, quand vous démarrez votre téléphone, elles se lancent toutes seules, sans aucune autorisation, sans rien vous demander. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas contrôler tout ce que font ces applications. 96 applications sur 100 se lancent toutes seules, sans votre autorisation. Et 83 applications sur 100 ont accès à des données confidentielles, telles que vos contacts, vos messages, l'historique de vos appels, les fichiers que vous avez, les photos, etc. Il y a aussi des problèmes de vulnérabilité sur des applications que vous n'utilisez pas et que vous ne mettez pas à jour. En général, seulement 65% des utilisateurs mettent leurs applications à jour dès que les versions sont disponibles. Alors, généralement, vous avez des notifications qui vous disent vous avez 12 applications, 12 mises à jour à faire, mais des fois, on ne le fait pas. On attend, et puis s'il y a des mises à jour, c'est parce que les versions d'avant sont obsolètes, voire ont des failles de sécurité. Donc, il faut très, très régulièrement mettre à jour les applications. 24% le font lorsqu'ils sont obligés de le faire, et il n'y a que 65% des utilisateurs qui mettent à jour très, très régulièrement. Ensuite, plus vous avez d'applications et moins vous avez de chances de les mettre à jour tout de suite, puisque à chaque fois, il faut cliquer sur toutes les applications ou aller dans le magasin d'applications, gérer mes applications et puis voir les mises à jour. Donc, c'est des choses qu'on ne fait pas régulièrement. Donc, il faut attendre que Google ou Apple vous fassent des notifications, mais vous n'aurez pas les notifications tous les jours. Donc, vous pouvez avoir des défaillances de ce côté-là. Ensuite, on va parler de la gestion des données personnelles sur votre téléphone. Donc, il faut vérifier les permissions des applications, c'est-à-dire à quoi l'application a accès sur votre téléphone, votre caméra, votre micro, votre localisation. Toutes ces données collectées par les applications, ça constitue une mine d'informations sur votre vie privée, qui sont majoritairement revendues. C'est comme ça que c'est le business model des applications. Et c'est tout à fait normal que vous ne souhaitiez pas les partager. Le plus simple, c'est de vérifier chacune de vos applications et de révoquer, de supprimer les permissions qui ne vous semblent pas indispensables. Après, il y a peut-être certaines applications qui vont vous dire si vous ne mettez pas la géolocalisation, ça ne marchera pas. Et dans ce cas-là, vous mettez uniquement lorsque l'application est utilisée, ou uniquement cette fois. Et à chaque fois que vous lancerez l'application,
il vous demandera de confirmer votre géolocalisation pour cette utilisation à cet instant-là. Alors, pour vérifier tout ça, il faut aller dans les paramètres de votre téléphone. Donc, un petit glissement du haut vers le bas. Ensuite, vous avez soit 3 petits points, soit un engrenage. Dans les paramètres, vous avez une rubrique qui s'appelle confidentialité. Ensuite, vous avez une rubrique qui s'appelle gestionnaire d'autorisation. Et ensuite, vous verrez toutes les fonctions qui sont disponibles sur votre téléphone, agenda, appareil photo, contact, SMS, micro, etc. Vous sélectionnez une de ces catégories et vous verrez apparaître toutes les applications qui ont accès à cette fonctionnalité-là. Ensuite, il suffit de cliquer sur le nom d'une de ces applications pour modifier l'autorisation. Et vous avez généralement une case à cocher, autoriser ou refuser. Donc c'est fastidieux, puisqu'il faut le faire pour chaque application. Donc, quand vous avez un nouveau téléphone, à chaque nouvelle application que vous installez, il faut bien regarder toutes les autorisations et ne mettre que celles qui sont vraiment nécessaires. Alors, ensuite, il est important de ne pas stocker trop d'informations sensibles sur votre appareil. Par exemple, il ne faut jamais noter les informations secrètes comme vos mots de passe ou vos codes bancaires dans les fichiers de votre... vous avez souvent un dossier avec des fichiers. Donc, il ne faut jamais mettre là-dedans des informations personnelles. Il ne faut pas non plus le mettre dans un de vos répertoires, dans un de vos contacts. J'ai déjà vu ça, des gens qui avaient mis dans ces contacts les informations personnelles. Le nom du contact, c'était information personnelle. Et à l'intérieur, il y avait le numéro de la carte bancaire, les différents mots de passe, puisqu'on peut mettre tout un tas d'informations dans un contact. Donc ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le mettre non plus dans votre messagerie. Il ne faut pas vous envoyer un mail et puis mettre le mail en haut de la liste, parce qu'un voleur ou un cybercriminel qui peut prendre le contrôle de votre appareil ou qui peut accéder à votre téléphone pourra facilement le récupérer. Et puis, vous avez également certaines applications qui peuvent récupérer des informations, puisque, je vous l'ai dit juste avant, les applications peuvent avoir accès à vos contacts et donc récupérer toutes les informations là. Donc, il faut faire très attention à ça et ne pas stocker tout ça sur votre téléphone ou votre tablette. Tout comme on vous a dit de ne pas le faire sur vos ordinateurs. Alors, ensuite, il est important de sécuriser votre connexion Internet. Quand vous êtes dans la rue, les gens ont tendance à laisser le Wi-Fi allumé. Ça vous permet de vous connecter à des Wi-Fi publics sans mot de passe, sauf que ces réseaux publics peuvent être contrôlés par des cybercriminels et qui peuvent intercepter vos connexions et récupérer au passage vos comptes d'accès, vos mots de passe, éventuellement vos données de carte bancaire, etc., afin d'en faire un usage délictueux. De manière générale, il faut désactiver, dès que vous n'êtes pas chez vous, toutes les connexions sans fil, le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC. Donc le NFC, c'est le paiement sans contact. Ça ne sert pas uniquement à payer par carte bancaire sans contact, ça sert aussi à communiquer. Donc moi, j'avais téléchargé à une époque une petite appli de lecture de NFC sur mon téléphone. Et en fait, quand on le passait sur une carte bancaire, le téléphone récupérait tout un tas d'infos. Alors, c'est sécurisé, hein, on ne peut pas juste, comme ça, en passant le téléphone, récupérer vos accès à votre banque et vous prendre de l'argent, mais il y a quand même tout un tas de techniques qui permettent de le faire et ça arrive que des gens se fassent avoir. Donc, toutes ces connexions sans fil, non seulement c'est des portes d'entrée sur votre appareil, mais en plus, ça vous consomme de la batterie inutilement. Donc, il vaut mieux, quand vous rentrez chez vous, activer le Wi-Fi,
Si vous voulez vous connecter à une enceinte, vous activez le Bluetooth, et puis une fois que vous avez terminé, vous désactivez le Bluetooth. Et le NFC, logiquement, dans les paramètres de paiement avec votre carte bancaire, dans les applications de paiement, vous avez un paramètre qui vous dit que le NFC ne se déclenche que quand vous allez payer, et après, ça se coupe. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'il faut bien faire attention de régler quand vous utilisez votre téléphone la première fois. Et puis, il faut également les vérifier régulièrement. Alors, pour se sécuriser encore plus, il existe les VPN, les réseaux privés virtuels. Ça permet de sécuriser et de rendre anonyme votre connexion à Internet en créant un tunnel sécurisé entre votre appareil et un serveur distant. Donc ça, c'est à utiliser sur les réseaux publics si jamais vous en avez besoin. Moi, je vous déconseille fortement de vous connecter sur les réseaux publics. Ça se faisait beaucoup de se mettre en Wi-Fi à l'extérieur, près d'une gare ou dans un supermarché, quand on avait très peu de données mobiles. Maintenant, les téléphones, enfin les forfaits de téléphone permettent d'avoir beaucoup trop de gigas par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc, je pense que le Wi-Fi en dehors de la maison, ça a très peu d'utilité. Il faut également sauvegarder et protéger vos données très régulièrement. Donc ça, on en a déjà parlé plein de fois. Dominique, elle vous a fait des petites visios là-dessus. Donc vous avez comment transférer ses photos sur son PC ou transférer les données de son mobile qui sont en replay sur notre chaîne YouTube. Qui vous explique comment réaliser la sauvegarde régulière de vos données, de vos photos, de vos contacts, de vos documents. Ça vous permet, si jamais vous faites voler votre téléphone, de les retrouver assez facilement. Et puis également, ça évite d'avoir trop d'informations sur son téléphone, puisque quand on a trop d'informations, on n'arrive plus à les retrouver. Et puis ça permet d'éviter de se faire voler différentes choses. Je ne sais pas si Chloé, tu as mis le lien. Ouais, parfait, super, merci. Donc dans la barre de conversation, vous allez retrouver les liens vers ces 2 visioconférences. Et puis sur notre chaîne YouTube, il suffit de taper transférer ses photos et transférer les données mobiles et vous retrouverez tout ça. Et enfin, dernière chose sur la sauvegarde et la protection de vos données, ce sont les options de stockage via un disque dur externe ou alors via le cloud. Et là, également, Dominique vous a fait des super visioconférences sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à retrouver tout ça dans le replay de YouTube. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je suis allé très très vite. Je suis passé assez rapidement sur tous les sujets. Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas de questions a priori. Il y a une question dans la partie questions-réponses. Il y a une partie. Voilà, hop, je cherchais. De Schnell. Alors, les applications inutiles. Eh bien, les applications inutiles, certains sites ne sont accessibles qu'après l'acceptation de cookies. Alors, les cookies, je crois qu'on en a parlé avec Dominique également. Donc ça, c'est quand vous allez sur un site internet qui vous demande d'accepter certains cookies. Si vous refusez les cookies sur les sites d'information, genre les sites de journaux papier qui ont également des sites internet, effectivement, vous n'avez pas accès à leurs informations puisque eux, soit vous achetez le journal papier et là vous avez toutes les informations, soit vous acceptez des cookies et comme ça ils peuvent revendre certaines informations pour financer leur travail. C'est vrai que si on refuse la majorité du temps, les informations sont tronquées, on n'a que le début de l'article et du coup on n'a pas la suite. Ou alors vous vous abonnez et vous ne donnez pas l'accès à vos cookies, mais il faut payer un abonnement.
Ensuite, les applications, la deuxième partie de la question, c'est quelles sont les applications inutiles? Eh bien, les applications inutiles, c'est celles dont vous ne vous servez pas. Voilà, tout simplement. Si vous téléchargez un jeu, vous y jouez 2 fois, puis après, vous en servez plus, mais le jeu est encore sur votre téléphone et le problème, c'est que, le jeu a encore accès à vos informations personnelles et transfère tout ça, à un serveur et revend ça très régulièrement. Alors, est-ce qu'on clôture? J'ai abordé l'intégralité du sujet, mais le sujet était tellement vaste que je ne suis pas trop rentré dans le détail sur chaque diapo. Eh ben, on va clôturer. Et après, comme ça, on pourra peut-être laisser la parole à Marie-Claude qui a une Ouais, question, tout à fait. je pense. Donc, au moins. Alors, donc, merci à tous déjà d'avoir participé à cette dernière visio. On a été très, très contents de vous avoir avec nous. Comme d'habitude, je vais vous demander de répondre au questionnaire de satisfaction qui est, qui est sur votre écran, pardon, affiché. Je vous le mets également dans le chat. N'hésitez pas à prendre vraiment quelques petites minutes pour répondre aux questions, nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé de la conférence. Et puis, on sera ravis voilà, de savoir, de connaître votre avis. Je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, c'est chose faite. À l'écran, vous avez du coup la chaîne YouTube qui vous sera très utile puisque vous pourrez retrouver toutes les conférences de Movadom depuis le début. Donc quasiment toutes les visios, tous les replays sont disponibles. Vous pourrez du coup les voir, les revoir, les partager éventuellement. Donc n'hésitez pas à vraiment cliquer sur le lien ou aller sur YouTube et chercher Movadom. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos, toutes les thématiques qui vous intéressent. Et si vous avez raté le début, par exemple, de celle-ci, ou le début, ou toute la conférence d'une thématique qui vous intéressait, n'hésitez pas à la consulter sur YouTube, elle sera disponible. Sur la droite de votre écran, vous avez du coup le livre audio, le podcast Ça déménage, réalisé du coup par Gwendoline, que vous connaissez, et par Isabelle Palassin, qui traite du déménagement des seniors. Donc pareil, n'hésitez pas à consulter les deux liens. Il existe en livre audio et en podcast. Je me permets du coup de vous remercier à nouveau, de remercier nos financeurs que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Merci à Home Transition, merci à tous. Merci Pascal, merci Gwendoline. Et si vous avez la moindre question, on est évidemment disponible pour vous répondre à contact@movadom.com. N'hésitez pas à nous écrire. On va laisser le mot de la fin à Gwendoline. Ouais. Ah oui, le petit verre de champagne. Bon, ça, c'est dans 10 minutes, hein, une fois que tout le monde aura posé ses questions. On vous remercie vraiment. Donc, c'est vrai que c'est une session un peu particulière. Pour ceux qui avaient reçu notre mail, c'est notre dernière visioconférence. Donc, il n'y aura pas de nouvelle visioconférence à la rentrée comme vous en avez l'habitude. Pour vous donner les raisons, ça fait déjà 5 ans qu'on réalise des visioconférences. Et c'est vrai que nos financeurs, qui sont les départements, privilégient aujourd'hui le financement de projets en présentiel. Donc moi, de mon côté, côté Movadom, on va continuer les activités, mais plutôt avec des choses sur le terrain, donc peut-être dans vos communes. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder si on passe pour vous proposer des activités, notamment via de la médiation animale et des ateliers musicaux avec des chanteurs professionnels. Donc l'idée, c'est toujours de passer des bons moments ensemble, toujours auprès des seniors, mais plutôt sur le terrain, donc au moins en visioconférence. Mais par contre, on laissera sur YouTube toutes nos visioconférences accessibles. Donc, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à continuer à aller les voir et puis à nous envoyer des nouvelles de vous. Voilà, on sera toujours content d'avoir vos nouvelles. J'en profite pour remercier chaleureusement Pascal et Chloé qui ont participé à cette grande aventure depuis plusieurs années.
et qui ont, ça a été vraiment des moments fabuleux pour moi aussi, hein, toute cette partie Covid qu'on a vécue ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu envie de retrouver l'extérieur, on va dire, même si je trouve que la visio est quelque chose de très chouette. Donc, si je vous souhaitez continuer les visioconférences, je vais faire un peu de pub pour nos concurrents. Il y a une structure qui s'appelle Happy Visio. N'hésitez pas à vous inscrire. Ils font des visioconférences. Alors, c'est vrai que c'est des plus gros groupes, hein. On est moins en cocon comme on était ensemble. Mais n'hésitez pas effectivement à vous y inscrire. Il y a des visioconférences qui sont gratuites également. Et puis surtout, moi je vous conseille, si vous en avez la possibilité, dans vos communes, d'aller voir ce que fait le Centre communal d'action sociale. Il y a toujours des activités proposées et c'est vrai que ça permet de continuer. Enfin, on a fait ça, ces visioconférences, pour avoir du lien entre nous. Pour nous aussi, hein, ça faisait du bien pendant le Covid, hein, de vous retrouver, de pouvoir échanger, continuer à se sentir utile. Et aujourd'hui, voilà, vous pouvez vous impliquer dans des associations, mais aussi faire des activités diverses et variées. Sur le numérique, il y a beaucoup de communes qui proposent des formations, qui proposent des associations, donc n'hésitez pas à y aller. C'est pas toujours évident, c'est vrai qu'en visio, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais voilà. Donc merci Nathalie, merci Françoise. Merci Josie aussi. On a voilà, des personnes qui sont restées avec nous, hein, pendant plusieurs années. Donc c'est vrai que certaines que j'ai pu voir en vrai, en chair et en os. Donc on va vous laisser de toute façon ouvrir vos caméras, discuter. Et puis n'hésitez pas à prendre un petit verre. On va pouvoir, voilà, dans 10 minutes, une fois que les questions seront passées, tous trinquer ensemble.